Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Retour. Tu ne connais pas un coin de pays ou un territoire simplement en apprenant les noms et les caractéristiques de tous les êtres qui habitent, mais en devenant sensible aux innombrables interactions qui s'y déploient, telles celles qui relient le moineau à la brindille. Robert Lalonde, Le soleil sur le flanc de la truite. Si l'on a quelques racines, quelques arcages dans un territoire, dans un terroir, dans un coin de pays, alors quelques vie-arbres, quelques sentiers ou chemins, quelques ruisseaux ou pièces d'eau, quelques prés ou parcelles de terre, quelques haies ou bois, quelques pierres ou bâtisses prennent du sens lorsqu'on les rencontre à nouveau. Ils relient à un passé, procurent dans un présent quelque émotion ou font ressurgir au-delà d'une banalité apparente, un extraordinaire toujours à l'œuvre d'une forme, d'une couleur, d'une senteur. Et comme l'a dit le philosophe Gaston Bachelard, un objet, un lieu valent et paraissent majeurs dans la mesure où ils suscitent des images, où ils retentissent en nous, où ils ricochent en mots, en métaphores, en une célébration verbale. Parfois ils font aussi naître quelques projets, et nous placent en devenir. Dimension de l'espace et du temps dans des instants de vie, au sein de morceaux d'un coin de pays. Ce coin de pays, pour moi, c'est un petit espace de Sologne, un lieu. Il s'appelle Maison Rouge, implanté là depuis des siècles, sur la commune de Sennely dont on connaît des bribes d'histoire par les écrits de l'un de ses prieurs vers 1700, d'un auteur du XIXe siècle et d'un chercheur québécois sur la fin du XXe siècle. Maison Rouge m'a vu naître, grandir, courir, chasser, pêcher, cueillir des champignons, ramasser des châtaignes, couper du bois, conduire les vaches au pré, participer à la fenaison, aux moissons et autres travaux de la ferme auxquels les enfants en ce temps-là étaient associés dès le plus jeune âge. Le village a participé par son école et ses instituteurs à mon instruction primaire, par son église et son curé à mon initiation religieuse, par ses habitants, ses activités, ses fêtes, ses coutumes et traditions à une imprégnation culturelle. Mes parents et grands-parents ont assuré mon éducation et la ferme, les bois, les haies, les chemins, les lisières, les ruisseaux, les champs et les étangs ont fait le reste par l'école du grand air. J'ai quitté ce coin de pays pendant toute ma vie professionnelle, ou plus exactement je n'y ai pas vécu en prise directe mais seulement de passage, par intermittence, car mes racines n'ont jamais été coupées. Et puis est venu le temps du retour, des retrouvailles et d'un renouveau dans l'enracinement, d'une liberté et d'une maîtrise du temps pour s'arrêter, regarder, sentir, écouter, toucher, s'émouvoir, goûter le silence, s'abstraire des contraintes du réel et donner une place au sensible. Et voilà qu'est revenu ce goût étonnant des choses qu'on croyait perdues, le sentiment d'un revoir, de se sentir de nouveau chez soi, en prise directe dans un temps et un espace neuf, de rattraper lentement les morceaux de saison perdus. Alors ont ressurgi des connaissances et des émotions enfouies, œuvre d'un passé de quelques décennies. Retour sur l'enfance, sur l'adolescence, sur des phases de la vie d'adulte car peut-être que lorsqu'on avance, dans quoi que ce soit, on a envie d'assurer un peu un retour. D'assurer une boucle, de revenir au point de départ après un long voyage. Résurgence. Réminiscence. Une mémoire et un espace revisités et actualisés par des rencontres au présent, rencontre des arbres, des chemins, des terres, des étangs, des bois, des lisières, de la maison, des copains d'enfance. Réappropriation car dans l'être tout est circuit, tout est détour, retour, discours, tout est chapelet de séjour, tout est refrain de couplets sans fin, dit le philosophe. Regard nouveau après que la vie a fait son travail de décantation, a affiné les sens, les affects, la sensibilité parce que, sans doute, la vie en nous mûrissant nous clarifie. Et invitation à penser au temps qui passe. Le printemps de la vie, l'été puis l'automne avant que n'arrive l'hiver. Alors est venue l'envie, presque une pulsion, de mettre en mots ces moments existentiels pour qu'émerge et s'enrichisse un sous-jacent, une connaissance intime et singulière, fruit des expériences et des ans qui les ont portés. De mot en mot, de phrase en phrase, des pages sont nées, dans le désordre, au gré des pensées, des promenades, des notes rédigées ici ou là, des lectures et de l'écriture, le tout s'entrecroisant, s'entrechoquant, s'éclairant réciproquement, avec l'idée qu'on va revenir en arrière, qu'on va se retrouver et retrouver son point de départ ou revenir au pays natal. Si bien qu'il n'y a plus aucune différence entre vivre et écrire. Une écriture qui semble suivre un chemin circulaire. Des pages qui racontent tout simplement des espaces, des chemins et des instants de vie d'hier ou d'aujourd'hui, lointains ou plus actuels. Narration et description s'entremêlent avec parfois quelques dialogues,
transposition d'échanges humains bien réels au fil des temps de vie de 4 générations. Ces pages invitent à la découverte de ce coin de pays en s'y promenant dans le temps et dans l'espace, pour y retrouver des instants de vie personnels ou familiaux. Nous empruntons d'abord les chemins, ces nervures du sol, ces mémoires incisées à même la terre. C'est par eux que l'on s'introduit à Maison Rouge, et il nous faut tous les parcourir pour mieux découvrir les lieux et peut-être percevoir des chemins de vie d'ici ou d'ailleurs. Nous allons ensuite à l'étang comme j'aime m'y rendre presque d'emblée lorsque j'arrive en ces lieux. Cet étang qui me colle à la pio, qui me rend le cœur battant si bien que j'en oublie le souper qui m'attend, comme disait ce poète Sologno. Oui, l'étang, presque mon étang, comme je l'ai titré par ailleurs, ce microcosme à la vie intense à chaque seconde et en toute saison. Et puis n'est-il pas l'une des composantes symboliques de la Sologne ? Ensuite, nous empruntons le sentier des châtaigniers qui nous conduit à la lisière du bois, cet ourlet de liberté, cet entre-deux et ces jeux d'opposition entre bois et plaine que j'affectionne dans les petits matins du printemps. Nous pouvons alors pénétrer dans les bois, aux dons fabuleux, aux faveurs innombrables, à moins que nous préférerions parcourir les terres, dont le ciment s'est effrité, ici en Sologne. Nous pouvons aussi abandonner les chemins et sentiers pour marcher à travers bois et champs à la recherche de quelques champignons, gibier, sujets photographiques ou tout simplement pour faire corps avec la nature par la terre qui colle aux bottes ou les branchages qui cinglent le visage. Puis nous revenons à la maison et son jardin, notre premier univers, notre coin du monde, avant de poursuivre par un regard sur Maison Rouge, ce point d'ancrage, ce lieu dit chargé d'histoire et d'histoire de vie. Pour terminer la promenade et amorcer une sortie, nous empruntons à nouveau des chemins, ceux du temps, pour progresser, des chemins tracés aux chemins à inventer afin d'opérer un bouclage qui projette dans le futur, qui esquisse en conclusion quelques idées d'espoir pour que la dynamique qui a animé ces lieux hier se poursuive demain, pour que ce morceau de Sologne ne tombe pas dans l'oubli mais reste offert aux hommes. Enfin, fruit d'un imaginaire à l'œuvre alors que se terminait l'ouvrage, l'épilogue opère un bond dans le temps à l'aube du XXIe siècle. Puisse-t-elle, les descriptions de ce coin de pays et ses évocations d'instants de vie au fil du temps, aider à connaître cette Sologne que l'on dit mystérieuse et secrète et que nombre d'écrivains et d'œuvres littéraires ont éclairée. Alain Fournier et le Grand Maulne bien sûr, mais aussi Maurice Genevoix et son célèbre Rabolio ou encore Claude Seignol avec Marie Lalouve ou La Malvenue pour ne citer que ceux-ci. Puisse-t-elle donner envie de la parcourir et d'en découvrir la singularité, la nature généreuse et jamais décevante si on sait l'appréhender en toute disponibilité, et avec tous ses sens au-delà des errements humains qui s'évertuent à la défigurer. Puisse-t-elle aider à goûter ces petits plaisirs minuscules, ces petits bonheurs simples qui sont toujours à notre portée où que nous soyons. Tous ces petits miracles au quotidien quand s'opère la rencontre d'une églantine, du parfum d'un chèvrefeuille, du chant d'un rossignol, du regard d'un chevreuil, du frétillement d'alevin naissant au bord de l'étang, de l'éclosion des fleurs du genêt ou de la digitale des bois, quand se fait aussi la rencontre d'un vieux paysan, d'un bûcheron ou d'un braconnier qui vous conte leur vie au coin d'un bois. Ces plaisirs de rien qui font tout ou presque. Puisse-t-elle encore constituer quelques traces des histoires humaines qui ont façonné des lieux et des territoires, celles de nos grands-parents et de nos parents, et ainsi leur rendre témoignage de ce qu'ils ont créé et laissé. Ces histoires sont éphémères dans l'échelle du temps, de peu d'importance et pourtant grandes parce qu'elles ont existé. Elles marquent des moments représentatifs d'une époque, d'une région qui ne saurait être oubliée. Les photographies que nous en laisserons éviteront de tirer un trait sur le passé en ces temps où tout court, où tout doit aller très vite, où tout s'oublie facilement et rapidement. Elles fourniront d'utiles comparaisons avec ces autres photographies, fussent-elles numériques, que les générations futures pourront produire. Et comme le dit cet auteur québécois, toute chose racontée est une chose sauvée. Et arracher au temps qui dégrade pour accéder au temps qui sauve, la vie de tout homme méprisable ou futile ou simplement ordinaire s'offre à la plénitude du sens exposé. Puisse-t-elle réveiller des sentiments, voire des révoltes, et faire jaillir des idées, des projets même chargés d'utopie, pour que ces territoires sortent du déclin dans lequel ils sont tombés, pour que la faune sauvage abâtardie, la nature dressée, maîtrisée, contrôlée, placée aux ordres de l'homme, retrouve quelques droits, pour que la Sologne ne soit pas toujours plus colonisée par quelques-uns pour des plaisirs factices plus soucieux de commerce et des apostrophes argent que de culture et de développement environnemental et humain. Puisse-t-elle enfin la mise en mots des histoires de ces lieux,
laisser une mémoire à l'intention de nos petits-enfants et des enfants de leurs enfants, mais aussi renvoyer chacun à ses propres histoires, là où sont ses racines. Alors que pointe l'automne de la vie, retour pour un futur. Tout simplement. Les chemins. Chacun a une épaisseur d'existence, est une mémoire incisée à même la terre, la trace des nervures du sol des innombrables marcheurs ayant hanté les lieux au cours du temps, une sorte de solidarité des générations nouée dans le paysage. David Le Breton, éloge de la marche. Nous avons tous emprunté des multitudes de chemins. À moins que nous les ayons tracés à notre rythme, là où nous voulions aller. Tous ces chemins des bois, des terres, des landes, sinueux ou larges, secs ou boueux, plats ou bosselés, comme nos chemins de vie. Ils avaient emprunté l'un ou l'autre, celui de la plaine ou celui des bois, Marie et Alexandre Gimonet, pour venir à Maison-Rouge en ces premières années 1900. Ils étaient arrivés là, dans un lieu nouveau, sur une terre inconnue pour continuer leur chemin de vie. Tous ces chemins qui sillonnent le territoire, ils ont dû les tracer, les parcourir à pied, à cheval ou en charrette, presque quotidiennement sans doute, jusqu'au bout de leur force. Ils devaient en connaître les moindres contours et aspérités. Ici, en ces terres et bois, en cet espace de Sologne, un siècle plus tard, ces chemins sont toujours là. Ces chemins d'aujourd'hui sont ceux de mon enfance et de mon adolescence. Je les avais perdus de vue, presque abandonnés, pendant toutes ces années où ma vie s'en était éloignée. Je ne les parcourais plus que par moments, incidemment. Nous ne nous rencontrions plus. Nous n'avions plus rien à nous dire. Nous étions des étrangers. Puis je les ai retrouvés. Ils n'ont pas changé ou si peu. Quelques arbres qui les bordaient ont disparu, remplacés par d'autres en devenir. Les doubles ornières creusées par les roues ferrées des charrettes ou des tombereaux d'autrefois et les traces des chevaux en leur milieu ont laissé place à une voie presque plane. Les uns sont plus dégagés, les autres plus couverts par la ramure des arbres. Mais les noms restent les mêmes indiquant leur destination, leurs caractéristiques ou leurs fonctions. Le chemin des sables, le chemin de Conou, celui du bois des terriers, le chemin de la procession et d'autres, du passé ou bien présent. Les chemins d'accès. Il y a les routes qui conduisent au village ou à quelques hameaux. Et puis, il y a la multitude de ces chemins qui arrivent à chacune d'elles. On ne sait où ils mènent à moins qu'une pancarte indique un lieu dit que l'on trouve tout au bout. Une ferme, un château ou quelques masures plus modestes. Pour venir à Maison-Rouge, deux chemins s'offrent au choix, l'un de plaine que l'on dénomme le chemin des sables, l'autre des bois que l'on appelle le chemin de Conou. On prend l'un ou l'autre en fonction du temps, de l'heure et de l'humeur du jour ou pour d'autres raisons plus inconscientes. Le chemin des sables. C'est par lui que l'on s'introduit à Maison-Rouge à partir de la route de Vannes. Longtemps il a été préféré à celui de Conou, pour se rendre au bourg. Sans doute parce qu'il est à découvert, alors que l'autre traverse les bois. Cette différence est de moindre importance aujourd'hui avec les voitures qui enferment et protègent, mais autrefois, à pied, à bicyclette ou en voiture à cheval, la peur du bois était présente. Les habitudes se prennent et les imprégnations persistent dans l'inconscient. Nous l'appelons le chemin des sables, alors que d'autres le dénomment le chemin de Maison-Rouge, parce qu'il traverse une bande de terre sableuse. Il descend en pente douce dans sa deuxième moitié. Nous l'appelons la côte, alors qu'il faut presque la deviner. L'eau y ruisselle lors de fortes pluies, lessivant et entraînant le sable au plus bas. Un beau sable, d'un blanc pur, formé de cristaux de granit et d'autres roches dont il provient depuis que les érosions lointaines du Massif central ont rempli cette cuvette de Sologne. Comme nous le faisions à leur âge, nos petits-enfants aiment le ramasser, le prendre dans leurs mains, l'égrener au fil des pas et le disperser au gré du vent. Attrait d'un matériau simple, symbole d'une pureté, produit du temps. Et puis ce morceau de chemin à la pente très douce me renvoie à cette période de mes exploits cyclistes sur mon petit vélo vert. À chaque retour d'école, il me fallait battre mon record de la veille pour dévaler la pente. La course s'interrompit plus d'une fois par des dérapages non contrôlés dont l'un me conduisit à terminer le trajet à pied, le vélo à la main, la figure tailladée et ensanglantée et force larmes. J'avais alors 6 ou 7 ans, et je m'identifiais au bobet aérobique de l'époque. Ce chemin me rappelle encore le gros châtaignier plusieurs fois séculaire sans doute, planté là et tout seul sur sa bordure, reste d'un bois ou d'un alignement de ces arbres porteurs de nourriture et qui n'est plus emporté par le temps.
Nos petits-enfants ne peuvent plus s'y distraire en escaladant ces branches comme nous le faisions à longueur d'année, ou en ramassant ces châtaignes à l'automne. Il me faudra replanter un châtaignier pour d'autres petits-enfants des temps à venir, pour relier le futur au passé. Au bas de la pente, le chemin se poursuit en virant légèrement sur la droite pour arriver aux habitations ou bien à angle droit, sur la gauche, pour se connecter avec le chemin de Conou. Le chemin de Conou. En 300 mètres on l'a parcouru, mais il assure une fonction importante de relation à la route de Vienne-en-Val et de passage entre deux espaces ouverts et deux entités de lieux séparés par le bois. D'un côté se trouve Maison Rouge tournée vers l'est et de l'autre, Conou orienté à l'ouest. Deux propriétés, deux identités qui se sont rattachées l'une l'autre à un moment de leur existence après avoir été unies dans les siècles passés puis séparées, et qui même si elles ne font plus qu'un seul et même ensemble aujourd'hui, n'en conservent pas moins leur nom et leur spécificité. Le chemin est nécessaire pour les relier, mais ne peut rien de plus. Il se développe tout en courbes légères sinuant de droite et de gauche entre des taillis, et sur sa partie centrale, en limite de ce qui fut notre sapinière. J'aime ce chemin au départ de Maison Rouge quand il s'insinue dans le bois sous la voûte de branches et de feuilles. Je l'aime surtout en fin d'après-midi quand le soleil pénètre les frondaisons de ses rayons, qui se faufilent dans les interstices des ramures et se glissent entre les troncs. Ce ne sont que jeux de lumière, d'ombre et reflets sur et entre les feuilles. Ici du blanc argenté, là du jaune scintillant, ailleurs de l'orangé, voire du doré et puis du gris et du plus foncé. Car tout est éphémère, tout évolue et se meut au gré de l'ensoleillement et des nuages. Spectacle sans cesse en mouvement, sans cesse nouveau et toujours extraordinaire, qui parfois et presque à notre insu conduit à une célébration verbale, que c'est beau. Spectacle éphémère que l'on a envie de fixer sur une pellicule pour conserver à jamais l'émotion de l'instant, le magique d'un morceau de nature. Autrefois il était bordé, dans sa première partie, de grands douglas comme en témoignent des restes de souches. 2, peut-être 3, de cette génération existent encore. Ils s'élèvent à plus de 30 mètres, leur base affichant plus d'1 mètre de diamètre. Ils dépassent tous les autres arbres et marquent l'endroit de loin, puisqu'on perçoit leur cime dès après Villechaume sur la route de Marcilly. Ils semblent monter la garde à l'entrée du bois. Un chemin de promenade et de chasse. On le dénomme le chemin du bois des Terriers. Je l'ai toujours connu sous ce nom. Une dénomination qui tient à une forte implantation d'habitats souterrains des Garennes dans le bois auquel il aboutit. J'ai en effet le souvenir qu'au temps des lapins, avant que la myxomatose ne fasse ses ravages dans les années 1950, nous venions fureter en ces lieux. C'est un chemin de bois, semi-enherbé et droit comme une allée de château dans sa première partie. Et puis, peut-être parce qu'il s'ennuie de cette rectitude, il décrit à l'orée du bois qui lui a donné son nom, là où poussent les trembles, une légère courbe. Nous l'empruntons souvent, non qu'il ait quelque particularité, mais parce qu'il s'inscrit dans notre tour de propriété. Pourtant en mai, lorsque pointent les girolles, il reçoit à coup sûr notre visite. C'est là en effet, que nous sommes certains de trouver les premières d'entre elles. On ne remplit pas son panier, on en cueille tout juste assez pour faire une omelette ou parfumer un sauté de veau ou de lapin. Elles apparaissent là, en son milieu ou sur ses côtés, entre les herbes, les feuilles mortes et les aiguillettes de pin. Et puis elles disparaissent jusqu'à la prochaine année alors qu'elles prolifèrent ailleurs. Pourquoi ? C'est un bien grand mystère que celui des girolles. C'est à son entrée, sur le chemin de Conou, que j'aime me poster quand se déroule une chasse. De là on peut voir le mouvement du gibier. En effet, d'autres chemins le traversent, ceux des chevreuils qui ont tracé leur sente, toujours les mêmes depuis des décennies comme pour les hommes. L'une se trouve à tout juste 30 mètres près du pin maritime qui se penche légèrement sur l'allée comme pour mieux voir. De ce poste, on peut observer les traversées. Elles se font à pas lents, avec parfois un arrêt en limite ou au milieu du chemin dans une attitude toujours en éveil, la tête dressée se tournant d'un côté de l'autre, le museau cherchant une odeur, les oreilles un bruit, les yeux une forme inhabituelle en ces lieux, celle d'un chien ou d'un humain sans doute identifié et reconnu avec la menace qu'il représente. Ces passages à pas mesurés et qui laissent le temps, au-delà de l'observation, d'une rencontre, se font souvent alors que la traque n'a pas encore démarré. Un simple bruit dû au chuchotement des chasseurs, au rappel d'un chien, au craquement d'une branche morte sous le pied ou une effluve, une odeur humaine portée par le vent ont mis immédiatement sur pied le vieux brocard aguerri.
Peur, instinct primaire donnent l'alerte et conduisent à déjouer les pièges. Mais les traversées sont aussi bondissantes quand la chasse est lancée et que la peur atteint son paroxysme, provoquant une fuite affolée. Alors, en un temps très court, il est donné d'admirer une autre beauté, une autre élégance du chevreuil, celle de sa course, ventre au sol, tête en avant, pattes allongées, muscles tendus et se faufilant avec aisance à travers les branchages. Une course qui peut s'interrompre par la frappe d'une balle car c'est dans cette seule circonstance que le chasseur se permet un tir. Attitude paradoxale du chasseur qui admire cet animal et peut lui supprimer la vie, fût-elle animal et jugé inférieur. Geste sans justification rationnelle, si ce n'est la nécessaire régulation de l'espèce et qui relève plus de l'instinct et d'une culture ancestrale très ancrée. Je me souviens aussi de cette rencontre d'un jeune chevrillard de l'année qui, empruntant la sente de ses parents et congénères près de laquelle je me trouvais, s'est arrêté devant moi, à quelques mètres. Il ne m'a pas vu, ne m'a pas senti parce que je me tenais immobile derrière un tronc d'arbre et que le vent ne portait pas mon odeur. Puis il est reparti à pas lents, apparemment sans inquiétude, encore dans l'insouciance de la jeunesse. Oui, ce chemin, comme d'autres, permet ces expériences. Il y en eut d'autres, plus lointaines et oubliées. L'une, qui remonte à l'âge de mes 14 ans, reste pourtant gravée dans ma mémoire comme il en est de tous ces événements forts en émotion dont l'existence est ponctuée. À cet âge, je chassais déjà depuis longtemps sans le nécessaire permis que l'on n'obtenait qu'à 16 ans. Alors que je me dirigeais vers le chemin de Conou, je fus surpris par 2 gendarmes à bicyclette qui passaient par là. Je fis un demi-tour instinctif et pris les jambes à mon cou à travers bois, pour créer la distance et cacher fusil et cartouche sous un lit de mousse. Après quelques instants d'attente, le cœur battant, les sens aux aguets, je me hasardai à quitter ma cachette et par un autre chemin je rentrai tout penaud à la ferme. Au cours du repas je racontai ma mésaventure qui amusa beaucoup mon entourage, mais me coupa totalement l'appétit. Mon regard ne quittait pas la porte craignant de voir apparaître les représentants de la maréchaussée, à chaque instant. L'angoisse fut à son comble quand mon père me pria d'aller récupérer mon attirail. Tout au long du chemin, j'imaginais les gendarmes à l'affût, prêts à me dresser procès-verbal, à confisquer mon fusil, à m'empêcher de chasser toute l'année et je ne sais encore quelle punition plus terrible. Mais rien. Il y a bien longtemps sans doute qu'ils avaient quitté les lieux. Et je revins tout léger, riant même de ce qui venait de m'arriver et me prenant maintenant que le danger était passé, pour un vrai braconnier qui avait su échapper aux représentants de la loi. Une aventure de l'adolescence. Cependant mes craintes n'étaient pas levées pour autant, et j'imaginais quelques surveillances qui me conduisirent à une prudence dans mes activités cinégétiques. Je fus totalement rassuré à quelque temps de là, quand mon père me rapporta que les gendarmes en question avaient beaucoup ri, eux aussi, quand il leur avait conté ma mésaventure. C'était le temps où l'on savait prendre la mesure des choses, parce qu'on n'était pas enfermé dans les mailles des normes et règlements à tout crin. Je compris ultérieurement que cette aventure m'avait permis de communier à celle du Rabolio de Maurice Genevoix, et sans doute de mieux savourer son œuvre. Le chemin de la procession. Celui-là est bien plus fréquenté. Son nom n'a pas changé depuis des lustres, sa forme non plus. Toujours les mêmes courbes légères, tout juste suffisantes pour rompre la monotonie d'une ligne droite et lui imprimer une dynamique. Son identité a dû être forte et son empreinte profonde, pour qu'il ait résisté à l'usure du temps. Peut-être celle donnée par la multitude des pas de ces hommes et femmes qui, au jour d'érogation, ont processionné de calvaire en calvaire au cours des siècles passés et jusqu'à une date que je ne saurais fixer. Assurément il a dû en voir défiler des femmes, des hommes et des enfants de tous âges et de toutes conditions qui processionnaient, certains par conviction, par croyance et foi authentique, d'autres par habitude ou pour ne pas trop transgresser les normes sociales. Il a dû en entendre, comme les arbres qui le bordent, des Ave Maria et des Pater Noster quand on psalmodiait ou chantait en latin selon les rites universels de l'Église catholique. Bien peu décodaient cette langue, mais il répétait ces mots et leur musique enregistrés dans la mémoire au fil des cérémonies et des processions depuis le plus jeune âge. Il a dû en entendre de toutes les couleurs, de ces discussions et de ces histoires qui n'avaient rien de religieux et auraient requis une confession en bonne et due forme. De ces conciliabules et parlottes sur la vie du village, le temps qu'il faisait ou les agissements d'un tel,
racontés à mi-mot et qui déclenchaient des rires que l'on tentait d'étouffer pour ne pas trop se faire remarquer. On processionnait ainsi pendant 2 ou 3 heures à partir de l'église du village, par la route de Vienne-en-Val, pour aller jusqu'au reposoir dressé près de la croix et décoré avec les produits du terroir. On y priait et chantait, puis on prenait le chemin de la procession. En passant par Maison Rouge, on regagnait la route de Vannes pour revenir au village et se rendre à la messe. Cette procession avait lieu le premier jour d'érogation. Celle des 2 jours suivants empruntait d'autres chemins pour se rendre vers d'autres croix. Ces croix sont toujours en place, traces d'un passé imprégné de religiosité venue du fond des temps, se mélangeant aux croyances profanes et coutumes en usage. Quelle est leur histoire? Le qu'en date-t-elle? Pourquoi leur implantation en ces endroits? Mystère du temps et des hommes qui ont habité et fréquenté ces lieux. La mémoire humaine a disparu, et aucune trace écrite que je puisse connaître ne permet de donner une réponse à ces questions. Ainsi d'année en année la procession accompagnait la vie au fil des saisons, en ponctuait le déroulement. Temps qui passait, qui s'enroulait au gré des événements que chacun commentait en processionnant. Quelques rares arbres encore présents en ont été les témoins. Sans doute ces quelques chênes furent des spectateurs de ces scènes. Ceux-ci devaient être encore dans leur tendre jeunesse, alors que ces deux-là s'imposaient déjà en adultes au siècle dernier. Peut-être marquait-il quelque étape de la procession, ou assurait-il quelque abri? Aujourd'hui, ces arbres voient passer des processions d'un autre temps, celles des marches organisées qui rassemblent, en ces dimanches matins, quelques centaines d'adeptes de la randonnée pédestre, à moins qu'il ne s'agisse de quelques promeneurs plus solitaires ou en famille. Procession aussi de vététistes esselés ou en groupe, en promenade ou en compétition, quand ce ne sont pas quelques motos pétaradantes ou quelques 4x4 qui n'ont rien à faire en ces lieux dont ils détruisent par leur ronronnement et enfoncement de roues, le calme et la beauté. Les chemins boisés se prêtent plus à l'observation silencieuse, à la réflexion, à la méditation, qu'à je ne sais quel assouvissement de puissance et de domination au volant d'un véhicule qui se veut imposant. Procession des temps modernes d'hommes plus sensibles à la puissance matérielle qu'à l'humilité du marcheur ou au recueillement spirituel. Les sentiers et les chemins, les bois et les terres sont faits pour les marcheurs, aux voitures, les routes et le béton. Mais qui sait encore aujourd'hui qu'il s'appelle le chemin de la procession? Les chemins d'antan. Oui, tous les chemins ont gardé leur nom et leur fonction depuis que je les côtoie. Seul celui de Mijourdain échappe à cette permanence car Mijourdain, cette ferme que j'ai connue dans mon enfance, n'existe plus, comme ces multitudes de locatures et de métairies construites dans les siècles passés et réduites maintenant à l'état de ruine ou totalement disparues. Seules quelques-unes ont connu un sort plus heureux par leur transformation en pavillons de chasse ou en résidences secondaires. Mijourdain n'est plus. Il n'y a donc plus de raison de s'y rendre et le chemin n'a plus d'utilité. Lui qui autrefois a vu maints attelages et leurs charretiers, mon grand-père comme mon père, transporter les foins, les moissons ou acheminer la batteuse d'une ferme à l'autre en fin d'été. Dans sa partie terminale, on n'en soupçonne plus qu'une existence lointaine comme les restes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.